Smart et responsable vous est présenté par DNCA, maison d'épargne et de valeur. Bienvenue dans Smart et Responsable, votre émission mensuelle consacrée aux enjeux en matière de responsabilité sociale et environnementale. Ce mois-ci, on plonge dans le secteur de la mode, l'industrie de la confection, du textile et de l'habillement avec deux experts évidemment, entrepreneurs, industriels emblématiques de cette industrie textile en France que je vous présente tout de suite. Gilles Attaf est avec nous en plateau. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'être là. On vous a connu longtemps à la tête de Smuggler, mais on ne parlera pas de Smuggler, on va parler de Belleville. C'est la nouvelle aventure, la nouvelle marque de costumes que vous avez lancée très récemment, je crois, Gilles. Vous êtes également président des Forces françaises de l'industrie, qui est quoi? Un club d'entrepreneurs combattants, engagés, on peut dire ça comme ça? Absolument, des activistes de la réindustrialisation, des gens qui ont envie de se mobiliser pour accélérer la réindustrialisation dans les territoires. Donc, on a été un peu des précurseurs. Je dirais même qu'on était résistants avant la guerre, parce qu'on nous a dit qu'on était en guerre maintenant. Et donc, ça fait 2 ans qu'on a insufflé ce mouvement pour repartir et aider les entreprises. Et effectivement, on accueille tous les activistes qui ont envie de travailler autour de la réindustrialisation. Bon, le combat du fabriqué en France, que vous portez depuis longtemps, qui reste évidemment, j'imagine, un combat avec la marque Belleville, qui laisse d'ailleurs entendre qu'on continuera d'acheter des costumes demain, Gilles. Bien sûr, c'est une vraie question au moment de la crise pandémique et du télétravail plus ou moins généralisé. Il y aura encore des costumes demain. Il y aura des costumes, il va se réinventer, on va pouvoir l'hybrider, on va pouvoir le travailler différemment, porter une veste avec un jean 1083 comme je le fais aujourd'hui par exemple. Voilà, il y a vraiment des sujets. On va avoir envie de nouveau d'être bien habillé après avoir passé beaucoup de temps en jogging devant son écran. Et ça permet d'introduire donc Thomas Uriès qui est avec nous également. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Bon, pour les costumes, on verra. En tout cas, je suis sûr qu'on achètera toujours des jeans. Mais grâce à vous et votre marque 1083 que Gilles vient de citer, on en achètera moins. Oui, c'est ça le but. Le but, c'est qu'en prenant plaisir à consommer des vêtements de qualité, des jeans de qualité, des jeans qui sont fabriqués localement avec des produits éco-responsables, et ben en fait, on se met à consommer moins parce que du coup, on a eu tout un tas de plaisir au-delà de l'achat tout au long de la vie du produit. Et 1083 qui est un chiffre hautement symbolique qui justement est le reflet de toute cette relocalisation que vous défendez également à Romans-sur-Isère dans la Drôme. 1083, c'est le nombre de kilomètres maximum finalement entre votre lieu de production et le moindre consommateur où qu'il se trouve en France. Presque. En tout cas, c'est vraiment une ambition de kilométrage maximum en effet. Ouais. C'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ça va de Menton au sud-est jusqu'à Port-Spoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc notre démarche, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de chez vous, où que vous habitiez dans l'Hexagone. Contrairement à des dizaines de milliers de kilomètres pour des jeans fabriqués en Asie à l'autre bout du monde. 65 000 kilomètres, un jean en moyenne. Donc nous, aujourd'hui, on fait 10 fois moins parce qu'il y a encore le coton que l'on importe de Tanzanie. Mais demain, quand on produira du coton en France grâce au recyclage, on sera 100 fois moins, puisque du coup, on fera moins de 650 km entre la production de coton grâce au vieux jean, la filature, la teinture, le tissage, la confection, tout ça est relocalisé. On va développer tous ces points et vous allez partager avec nous les réflexions sur votre secteur, l'industrie de la mode dont on parle aujourd'hui. Smart et Responsable, c'est l'émission de toutes les ambitions et vous allez nous faire part des vôtres dans un instant. Oui, c'est l'exercice de style, le passage obligé pour entamer chaque numéro de Smart et Responsable. Vous avez chacun 1 minute environ pour nous faire part d'une ambition, d'un rêve même peut-être, allons jusque-là, Gilles, pour alors Belleville, la marque, et l'ensemble de l'écosystème et de l'industrie textile dans laquelle vous évoluez aujourd'hui. Alors écoutez, moi j'ai lancé cette marque Belleville avec vraiment un sujet qui me tenait à cœur, c'est effectivement participer à la réindustrialisation des territoires. Et si on peut faire une réindustrialisation responsable, raisonnée, en fait le sujet il est là. Vous savez, pour recréer de l'emploi, il faut de l'industrie, mais il faut que l'industrie soit vertueuse. Donc il faut moi j'espère que ma marque va participer à ça en fabriquant dans les régions, dans les territoires, avec des usines qui auront monté en gamme, qui se seront attachés à être de nouveau technologiques pour être compétitifs par rapport à des marques qui fabriquent très loin et qui coûtent très cher en carbone. Donc en fait, moi vraiment j'ai ce point chevillé au corps, c'est que je me dis que si on a beaucoup de marques à prendre en main ce sujet, on va pouvoir réindustrialiser nos territoires.
l'argument du fabriqué français, c'est un argument qui frappe aujourd'hui, c'est un argument marquant, indispensable peut-être même pour les consommateurs que vous visez? C'est indispensable, mais c'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup de transparence. C'est pour ça que d'ailleurs avec Thomas, on est Origine France Garantie, puisque on a la certification, on est tous les deux au conseil d'administration de la certification Origine France Garantie, qui est la certification qui garantit au consommateur, qui rassure le consommateur sur le fait que c'est bien fabriqué sur le territoire français. Et ça, c'est important. Mais c'est un argument aujourd'hui. Clairement, on a envie de savoir où sont fabriqués les produits, dans quelles conditions. Encore une fois, moi, je veux bien qu'on ait le choix, mais encore faut-il qu'on sache ce qu'on achète. Thomas, c'est à vous, votre ambition, votre rêve pour 1083 et au-delà, allons-y, pour l'ensemble peut-être de cette industrie de la mode qui fait face, comme les autres, à ces défis de durabilité, d'enjeux de responsabilisation, de responsabilité. Alors le premier rêve de 1083 déjà, c'est de durer, de s'inscrire dans le temps, puisque pour avoir vécu pas loin de Romans et à Romans aujourd'hui, on a connu plein de délocalisations. Donc le premier rêve, c'est de durer. Ensuite, 1083, on parle de distance, donc de proximité. Et en fait, ce qu'on porte, nous, c'est l'idée que quand on est proche les uns des autres, quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait, eh ben, on fait des choix meilleurs par plaisir, par intérêt, par sens. Et donc on croit beaucoup à la proximité, avec les circuits courts, avec une connaissance par les couturières des clients, par les clients, des couturiers et des couturières. Bref, cette proximité, elle forme une vraie équipe et c'est ça qu'on veut défendre. Donc le rêve ultime, je dirais, c'est de, grâce à ça, créer un maximum d'emplois et pourquoi pas un jour 1083 emplois. Et à propos de proximité, alors vous avez un flagship dans le Marais à Paris, c'est ça, je crois, Thomas. Vous mettez en scène le processus de fabrication de vos jeans. J'ai vu qu'il y avait des couturières dans le magasin. Au milieu des clients d'une certaine manière. Oui, on a installé des machines à coudre pour produire. Alors c'est pas simple, là, vu que les magasins réouvrent et referment avec le confinement. Du coup, on fait peu de production. Par contre, ce qu'on va développer, c'est certain, c'est un atelier de réparation dans le magasin et des courtes coutures, puisqu'on a lancé il y a 2-3 mois un livre qui s'appelle L'Atelier du Jean chez Erol avec Sophie Valentoine, dans lequel en fait on explique à nos clients comment fabriquer le jean, on partage nos patronages, on partage tout notre savoir-faire et donc on va maintenant former dans notre magasin sur des machines à coudre familiales celles et ceux qui veulent fabriquer un jean. C'est l'open data d'une certaine manière. C'est complètement de l'open data pour se fabriquer le jean 0 km, celui qu'on se fabrique soi-même et qui sera peut-être moins réussi, peut-être avec des petits trous, etc., mais qui sera tellement plein de sens que c'est certainement le jean qui durera le plus longtemps possible dans le garde-robe de nos clients. Votre ambition, c'est qu'on fabrique tous nous-mêmes nos jeans chez nous à la maison. C'est certainement le meilleur moyen pour qu'on achète moins de jeans en France, en effet. Le circuit le plus court, en fait. Exactement. Le circuit le plus court, c'est de le faire chez soi. Messieurs, le chemin parcouru, on va peut-être faire un petit flashback parce que vous avez chacun une expérience quand même déjà de plusieurs années, voire de nombreuses années dans ce secteur de l'industrie textile. J'ai envie que vous me racontiez ce qui a changé ces dernières années en matière de prise en compte justement de ces enjeux de responsabilité sociale et environnementale dans votre secteur. Gilles Attaf, je commence avec vous. On ne va pas refaire tout votre parcours, mais encore une fois, vous bénéficiez d'une longue expérience, Gilles, dans ce secteur de l'industrie textile. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé au cours de cette dernière décennie dans ce secteur en France ? Ce qui a vraiment changé, c'est qu'il y a eu vraiment, je pense, une prise de conscience du consommateur qui a obligé un peu tout le monde à se remettre en question. C'est-à-dire qu'on a envie de consommer mieux, mais moins, des produits de qualité. Je pense que c'est ça, la chaîne de valeur, elle va changer, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux que fabriquer des produits de qualité plutôt qu'en quantité. Donc ça a beaucoup changé, et on sent que c'est en train de basculer. Vous savez, moi, il y a quelques années, on me disait l'atelier du monde sera en Chine, la France sera un pays de tertiaire, et quand je disais expliquer à une mécanicienne en confection ce que c'est que le tertiaire, déjà, elle va pas le savoir. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a pris conscience qu'on a perdu des emplois, que l'ascenseur social s'est grippé, et qu'il va falloir retrouver justement ces industries, ces usines, c'est un formidable endroit où l'ascenseur social peut se remettre en route. Et donc il y a cette prise de conscience. Ce qui change, c'est que le consommateur, alors en plus initié par des jeunes aujourd'hui, des jeunes entrepreneurs. Vous avez gentiment dit que j'étais un vieux de la vieille, un dinosaure du Made in France. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon père était culottier à Belleville, d'où ma marque aujourd'hui, Belleville, rue Française. Mais c'est vrai que voilà, il y a vraiment aujourd'hui une vraie prise de conscience et des jeunes
jeunes comme Thomas qui ont relocalisé des filières qui n'existaient pas, le slip français, enfin on sent qu'il se passe quelque chose, mais c'est porté aussi par le consommateur, hein, clairement. Et les grandes marques vont suivre parce qu'elles vont être obligées. C'est un circuit vertueux. Vous savez, la taxe carbone, j'y crois beaucoup, je pense que rapidement on va être obligé d'y arriver, et ça va nous donner vraiment beaucoup d'air et beaucoup d'impulsion autour du Made in France. Alors justement, le Made in, moi j'aime bien dire le fabriqué en France. Avec plaisir. Voilà. C'est plus facile de fabriquer en France aujourd'hui qu'il y a 10 ans, que pendant l'aventure Smuggler par exemple, Gilles, ou est-ce que ça reste encore malgré tout compliqué? Vous dites on est peut-être sur un point de bascule. On est sur un point de bascule, mais aujourd'hui, on sent qu'il se passe des choses. On travaille sur les crédits impôts production, sur des choses qui sont importantes, clairement. Et puis, on va chercher aussi un peu des coûts cachés aussi. On travaille sur tout ce qui est compétitivité hors coût. Il y a des sujets, je pense que l'intelligence artificielle va nous aider. Donc, il y a des points de bascule aujourd'hui qui vont vraiment aider l'industrie. Je pense que Thomas va vous en parler après, mais il va lancer une ligne de jeans qui va être hyper automatisée. Donc, oui, mais moi, je suis le meilleur attaché de presse de Thomas Huriez. Donc, non, mais c'est important pour nous de dire que, voilà, au sein de l'industrie textile française, il se passe des choses. Je dirais pas que c'est encore facile, hein, mais en tout cas, dans le cadre des plans de relance, on a pris conscience que l'industrie textile était une industrie très polluante aussi. Donc, ce phénomène écologique est quand même à prendre en compte et que le consommateur écoute. Donc, c'est sur le même problème. C'est le rapport entre la réalité et ce que le consommateur a envie d'écouter. Thomas, repartons du jean, encore une fois. Alors, vous avez monté votre activité, c'était 2007, je crois, mais la marque a été créée en 2013. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé par ouvrir une boutique de vêtements écologiques et équitables en 2007. J'ai lu ça. Donc, c'était la préhistoire de l'engagement en termes de consommation. Et ce discours qu'on porte aujourd'hui sur toutes les chaînes et à toute taille, et que l'on voit sur toutes les marques de mode, même quand elles ne sont pas éthiques, il était très marginal il y a 13 ans, 14 ans même, oula. Et en fait, au bout de quelques années, moi, mes fournisseurs de vêtements bioéquitables fermaient, même mon magasin commençait à se développer. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer ma propre marque de mode. Et je me suis intéressé au jean parce que le jean, c'est hyper mondialisé, hyper concurrentiel, hyper polluant. Et il y a une part française dans l'histoire du jean qui est hyper intéressante, c'est le denim. Et donc je me disais, pourquoi pas relocaliser finalement, essayer de relocaliser ce produit-là. C'est un choix politique, Thomas, mais au sens noble du terme. Oui, mais c'est complètement assumé. Chez 1083, tout est politique, tout est engagé. Même nos tables, nos chaises, nos vêtements, tout est local et éco-responsable autant que possible. Et en même temps, tout est communication, puisqu'on veut que tout ce que l'on fait comme choix soit le média de nos idées. Donc voilà, pourquoi nos chaises sont fabriquées en France, pourquoi nos bureaux sont fabriqués à moins de 5 km de nos locaux. Tout est, si possible, cohérent. Comment vous avez abordé la question du coton ? Effectivement, c'est votre matière première. On n'a pas de coton, en tout cas suffisamment en masse aujourd'hui en France. J'ai compris que c'était un produit alors qui était très gourmand en eau, notamment quand il faut faire pousser du coton, ça demande beaucoup d'eau. Comment vous traitez cette question du coton justement ? Alors en fait, comme toute fibre agricole, ça consomme de l'eau. Et effectivement, le coton est gourmand en eau quand on produit dans des pays où ne tombe pas l'eau du ciel. Ouais. Mais quand on choisit des pays naturellement irrigués en eau, il n'y a pas de problème, il n'y a pas plus de problème pour l'eau du coton que pour l'eau du lin en France quand c'est naturellement irrigué. Ensuite, ce qu'il faut, c'est pas souiller cette eau et donc choisir du coton bio pour pas mettre des pesticides dans cette eau-là. Et donc nous, on va au plus proche, c'est-à-dire la Tanzanie, c'est le coton bio irrigué naturellement, qui est le plus proche de chez nous. On celui qui a la meilleure empreinte environnementale. Oui, à notre sens, c'est ce qu'on a déterminé. Après, on peut rêver d'un coton français, mais ça voudra dire que le réchauffement climatique aura fait des dégâts en France, donc c'est pas souhaitable. Pour autant, il y a un gisement de coton qui paraît vraiment incontournable, local, et qu'il faut apprendre à exploiter, c'est nos vieux vêtements. C'est-à-dire qu'on dit qu'on n'est pas producteur de coton en France, c'est vrai, mais c'est oublier nos placards. On a des tonnes et des tonnes de coton dans nos placards qu'il faut apprendre à exploiter pour en retirer le coton et refaire un fil avec. Et ça, ça demande, comment dire, un éveil supplémentaire de la part du consommateur, ou est-ce qu'on est prêt déjà à imaginer que tous les vieux jeans qui traînent dans nos placards, et je suis en train de compter dans ma tête combien j'en ai dans mon placard, je ne sais même pas le dire, on va demain vous les rapporter, ça va devenir naturel pour le consommateur, pour vos clients peut-être, mais pour le consommateur dans son ensemble ? Oui, mais c'est même pas demain, c'est aujourd'hui, c'est même un peu hier. On fait déjà ça dans nos magasins. Ça nous sert à mettre au point cette recherche et développement et ça va déboucher sur des produits 100% recyclés, fabriqués en France, y compris de la production de coton
grâce à ce procédé-là. Et les vêtements recyclés, ça date pas d'aujourd'hui ni même d'hier. Quand j'étais petit, mes parents m'achetaient des polaires en bouteilles plastiques, ça existait déjà. Donc en fait, fabriquer des vêtements recyclés, c'est pas innovant. Ce qui est innovant aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. C'est le projet qu'on a avec Belleville, une veste 100% recyclée, 100% recyclable et consignée pour inciter le consommateur à la ramener dans le magasin Belleville pour récupérer sa consigne et du coup s'assurer que quand on met un produit sur le marché, eh bien en fait on assure la fin de vie du produit, ce qui crée une boucle vertueuse totale puisque du coup il n'y a plus de poubelle dans ce cas-là. Et Gilles, vous adhérez là, alors le circuit court et l'économie circulaire, c'est vraiment l'avenir là, de l'industrie textile. Le sourcing de la matière première, ça reste évidemment un enjeu clé pour vos activités. Oui, tout à fait, mais je crois beaucoup au recyclable bien sûr, mais aussi au refresh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des produits, on peut aussi leur redonner une seconde vie. Nous, on travaille beaucoup. Le fait de travailler en collaboration avec un outil de production à Limoges, c'est plus facile pour nous de nous dire, voilà, on va changer une doublure d'un vêtement parce que le vêtement, il n'est pas complètement perdu. On va pouvoir continuer à le mettre. Tout ça, ça participe à un cycle vertueux. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. On a besoin aujourd'hui de se poser les bonnes questions. Je vous parlais tout à l'heure de consommer moins mais mieux. On a envie de garder les choses aussi. Parce que c'est aussi, c'est fini l'ère du jetable. Moi, je crois qu'on n'a plus envie de ça. Et donc, il y a tout cet environnement qui est intéressant par le circuit court. On peut imaginer que une veste, aujourd'hui, vous achetez une magnifique veste Belleville 1083. Celle que vous portez. Voilà, par exemple. Et ce qui vous permet de vous dire, je vais pouvoir, si j'ai un problème, si je fais un accroc à ma manche, ça ne sera pas fabriqué au Bangladesh par des enfants, mais à Limoges par des magnifiques couturières, et on pourra changer la manche et pas en racheter une autre. Et donc tout ça, c'est vertueux. Ça va vraiment dans un sens qui me semble important aujourd'hui, c'est de se dire qu'il faut... C'est un réflexe qu'on aura demain. C'est un réflexe qu'on aura parce que je pense que tout le monde a cette prise de conscience. Ce mouvement de fond commence à prendre et il faut que tout le monde aujourd'hui adhère à ce mouvement de fond. Et les entrepreneurs de la même façon. Vous savez, aujourd'hui, moi je suis très content de vous dire, je peux vous le dire aujourd'hui, on va réhabiller Alain Passard nous a confié avec l'Arpège de réhabiller ses équipes parce que c'est du circuit court comme lui, comme ses légumes sont en circuit court, comme ses produits, il avait envie d'avoir un produit fabriqué en France avec un style français. Et on est ravis aujourd'hui de se dire que l'Arpège va être habillé en 100% français. Ouais. Il faut que les messages soient crédibles, où qu'ils soient. Et pour être crédible, justement, il faut que tout aille dans le même sens. Il faut une cohérence. Là, chez un restaurateur, il n'y a pas de raison que les légumes viennent effectivement de quelques kilomètres à côté. Il n'y a pas de raison que les costumes des serveurs ou des maîtres d'hôtel viennent de l'autre bout du monde. D'ailleurs, j'encourage tous les restaurateurs à venir nous voir. Messieurs, on va attaquer la dernière partie de l'émission, la route à venir. Comment est-ce que vous vous projetez sur les prochaines années? Quels sont les enjeux et les défis en matière de responsabilité que votre industrie doit encore relever? Il faudra qu'on dise un mot quand même de la question du prix, Thomas. Le modèle économique que vous avez choisi, c'est un modèle qui vous permet aujourd'hui de cibler quoi? Le mass market? Oui, clairement, le plus large possible. On est au même prix que les jeans de marque, ces fameuses marques américaines avec le petit rectangle rouge, on est au même prix. Donc en fait, pour nous, il n'y a pas de sujet de prix. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'on se pose systématiquement cette question, parce que quand vous regardez une voiture allemande et une voiture française, la française est moins chère, pour autant on se dit que le Made in France est plus cher, alors que le Made in Germany, on se dit que c'est qualité. Pareil, le Made in France, c'est énormément l'agroalimentaire. Le distributeur massif de l'agroalimentaire, c'est la grande distrib. Est-ce qu'on trouve la grande distrib chère? Non, donc en fait, pour moi, il n'y a pas de sujet de prix, il y a juste un sujet de choix. Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut que notre argent aille? Est-ce qu'on veut qu'il irrigue l'économie française avec les emplois qui vont avec la proximité qui va avec, et avec l'éco-conception qui va avec? Ou est-ce qu'on veut ne pas voir où va l'argent? Et donc là, ça part dans la mondialisation, sans limite, et du coup, avec toutes les limites et les contraintes que l'on perçoit. Et alors, cette mondialisation sans limite, les grandes marques de fast fashion, on les appelle encore comme ça, je crois, sont encore des marques dominantes sur vos marchés. Comment vous voyez effectivement les choses évoluer, mais projetons-nous sur plusieurs années. Est-ce qu'on restera des consommateurs un peu schizophréniques, des basiques à très bas coût, j'irai toujours les acheter chez les enseignes qu'on connaît de fast fashion? Ou est-ce que non, ces enseignes-là vont aussi faire un travail? Qu'est-ce que vous pouvez observer de ce point de vue-là, Thomas? Bon, déjà, il y aura toujours des vêtements bon marché. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un jean 100 €. Pour autant, ces marques-là, on voit dans leur communication
qu'elles communiquent de plus en plus leurs vertus. Et ça, il y a une part de greenwashing évidente. Mais nous, on remercie le greenwashing. Vous dites bravo. Vive le greenwashing, non, vous on dites. dit merci, on dit pas bravo. Ah non, vous dites merci au greenwashing. On dit merci parce qu'en fait... en miroir, ça met en valeur ça accélère votre la transition ouais. de milliers de consommateurs. Il y a 13 ans, quand j'ai ouvert ma boutique de vêtements bioéquitables, on était 3 pelés de tondus à porter ces discours-là. Ouais. 14 ans plus tard, tout le monde porte ces messages-là. Et c'est beaucoup plus simple pour nous, du coup, quand tout le monde dit la même chose. Donc, en fait, merci le greenwashing pour ça. Pour autant, évidemment, c'est pas bien. Et pour autant, il faut dénoncer tout ce qui est filou et tordu. Mais mine de rien, ces entreprises, en commençant par communiquer, elles engagent leurs collaborateurs. Donc, en fait, on part pas du tout du même point de départ. Mais je crois qu'aujourd'hui, le marché que nous, on tire et qui tire ces enseignes-là, nous fait tous converger. Donc après, le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible pour que les dégâts sur la planète et sur les gens soient les plus bas possibles. Le défi est immense, mais voilà, il faut le mener et c'est passionnant en plus. Parmi les controverses du moment qui embarrassent une grande partie des grands acteurs de l'industrie textile, il y a la controverse autour des Ouïghours, du travail des Ouïghours en Chine. Gilles, alors, avec des ramifications évidemment qui dépassent la seule industrie textile mondiale, des ramifications géopolitiques, etc., sans entrer dans ces sujets-là, est-ce que pour vous, la controverse, le risque de réputation est devenu tel aujourd'hui que il y aura un avant et un après cette nouvelle controverse, cette énième controverse, j'ai envie de dire, qui frappe cette industrie? Alors je l'espère, mais hélas, on a eu d'autres sujets avec des écroulements d'usines au Bangladesh qui n'ont pas fait vraiment... Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, voilà, et ça n'a pas fait vraiment reculer les marques de fast fashion. Ce qui n'a pas fait reculer les marques il y a 8 ans, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, quand même, dans l'environnement actuel, avec... un éveil du consommateur peut-être un peu plus abouti. Encore une fois, je reprends toujours mon idée, c'est que c'est le consommateur qui va faire bouger les choses. Ça ne sera pas les marques de fast fashion qui vont se dire on fait travailler des gens dans les champs de coton comme des esclaves. Non, je pense pas. Mais je pense qu'effectivement, le consommateur, lui, peut avoir cette prise de conscience et faire évoluer les choses. Mais je voulais revenir sur l'idée du coût français. Encore une fois, un produit français, c'est pas un produit obligatoirement plus cher. Enfin, nous, on a quand même, avec Thomas, lui avec 1083, nous avec Belleville, on a éliminé les intermédiaires aussi. Ça fait que le prix, par rapport à ces marques que vous citez, ces grandes marques, où on multiplie les intermédiaires qui font des marges éhontées sur des produits fabriqués au bout du monde, nous, on vend au juste prix toute l'année. Aujourd'hui, un costume Belleville, c'est pas plus cher qu'un costume d'une grande marque allemande que je ne citerai pas. Mais voilà, aujourd'hui, on est là. Et on essaie de faire comprendre que c'est le juste prix. Puis vous savez, moi, j'ai toujours quelque chose d'un peu facile à dire, mais moi, je dis toujours, achète chinois, achète 3 fois. Si vous achetez un produit et que vous le rachetez 3 fois, il vaut mieux l'acheter une fois et qu'il soit de qualité, qu'il puisse être recyclé, qu'il puisse être rafraîchi, qu'on puisse le garder, parce que voilà, c'est important. Donc moi, je me bats contre cette idée qu'obligatoirement aussi, la réindustrialisation va donner un produit plus cher aux consommateurs. C'est pas vrai, parce que déjà, on travaille sur tous les coûts, tous les coûts cachés, et je pense qu'à terme, on va rattraper ce niveau. Bon. Recréer une filière alors autour du jean. Comment est-ce que vous voyez effectivement là, cette idée-là se développer au cours des prochaines années, Thomas? Quelles sont les briques là, qui vont venir se mettre en place? C'est une aventure laborieuse au beau sens de labeur. Ouais. Ça fait 8 ans. On a commencé par créer notre atelier de confection. En 2018, on a repris notre fournisseur de tissus, une des dernières filatures et tissage en France qui s'appelle Tissage de France, dans les Vosges, dans laquelle on va implémenter un atelier de confection parce qu'on a plus de commandes, toujours plus. Donc il faut créer des emplois en confection. Cet atelier va démarrer dans 1 ou 2 mois grâce au plan de relance. Il a été lauréat du plan de relance. Donc ça, c'est une nouvelle brique qui va arriver. Et puis ces ateliers, on les démultiplie à Marseille, à Bobigny, à Calais, à Romans, bien sûr, là où on est, dans les Vosges, peut-être un jour à Limoges. Le but, c'est vraiment de décupler les forces de production près des lieux de consommation. Encore une fois... si on trouve couillon d'acheter en France des jeans du bout du monde, on aimerait encore plus acheter à Paris des jeans confectionnés près de Paris, acheter à Romans des jeans confectionnés près de Romans, acheter dans les Vosges des jeans confectionnés près des Vosges, toujours pour cette idée de proximité et pour engager les consommateurs et les couturiers. Oui, donc c'est ça, 1083, finalement, le chiffre est très large par rapport à ce que vous ambitionnez comme rapport de proximité entre la production et la vente. Pour ça, il faut former. Vous avez pris d'ailleurs relever ce défi aussi de la formation qui manque aujourd'hui en France. En 2017 ou 2018, on a créé l'école du jean à Romans pour former des couturières parce qu'il n'y a plus d'école. Et clairement, 1083, c'est un maximum. Plus on se rapproche,
Encore une fois, tu parlais tout à l'heure du Rana Plaza qui s'est effondré il y a 8 ans, presque jour pour jour, parce que c'est la Fashion Revolution Week. Pardon. Si cet immeuble s'était effondré en plein cœur de Paris, ça nous aurait touché immensément plus. On serait encore en train de se prostraire devant ce bâtiment. Là, c'est loin, donc en fait, ça nous a touché 1 heure, 2 heures, une semaine. Mais c'est pour ça que c'est important de le rappeler tous les ans. Le mort kilomètre. Ben voilà, là maintenant on va faire la consommation kilomètre. La consommation kilomètre, le mort kilomètre, il engage émotionnellement. La consommation kilomètre, elle engage économiquement. Et c'est ça qu'on porte avec 1083, avec Belleville et avec plein d'autres. Bon. Comment vous regardez les enjeux là, qui restent encore à traiter je ne sais pas s'il y a des priorités encore aujourd'hui, Gilles, pour vous, pour votre industrie au sens large. Je crois qu'il faut tous qu'on soit unis, enfin, c'est important. Quoi. Je pense que pour nous, c'est une bataille culturelle. Enfin, oui, non, mais vraiment. Être à l'unisson, et d'ailleurs, vous parlez de cette veste tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas soulevé, mais c'est une collaboration, enfin, vous l'avez cité, entre 1083 et Belleville. C'est une manière justement d'être unis ensemble dans, dans le combat. Nous, de expertise sur le recyclable de 1083. Nous, on travaille avec un atelier à Limoges qui est France Manufacture, avec qui on est partenaire. Et donc voilà, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut aller. Je pense que c'est une bataille où tout le monde doit vraiment, tout le monde doit s'aligner. Hein. Moi, je suis un militant aussi des Small Business Act à la française. Je voudrais que la commande publique soit réorientée vers les PME françaises. D'ailleurs, très gentiment, vous m'avez cité comme président des FFI. Avec les FFI, on porte le PME Business Act. C'est-à-dire qu'on voudrait que les entreprises réservent une partie de leurs achats aux produits français. Donc c'est pareil, les consommateurs, les entreprises, moi j'encourage tout le monde à ce mouvement vertueux de consommer local. Et quand on consomme local, on consomme mieux. Ouais. Et on va terminer là-dessus, mais vous l'avez dit d'un mot, Gilles, la taxe carbone, c'est un élément essentiel justement pour favoriser cette consommation locale. Bien sûr, on n'y coupera pas. Pour moi, c'est essentiel. C'est un élément fondamental. Aujourd'hui, il faut répartir et il n'y a aucune raison qu'on ne mette pas en place une taxe carbone qui aidera à la réindustrialisation de nos entreprises dans les régions. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Smart et Responsable, l'émission mensuelle qui traite des enjeux de responsabilité sociale et environnementale. L'émission de ce mois était consacrée, vous l'avez compris, à la mode, à l'industrie de la confection, du textile et de l'habillement, avec Gilles Attaf, le créateur de la marque Belleville, président des Forces françaises de l'industrie, et Thomas Huriez, le créateur de la marque de jeans, et même un peu au-delà, basket, et puis quelques pulls, sweats que vous portez également, Thomas Huriez, le créateur de la marque 1083. C'était Smart et Responsable, en partenariat avec DNCA, Maison d'épargne de valeur.